Le guide de l'auto, une présentation d'autogo.ca. Trouver le meilleur véhicule pour votre prochain achat n'aura jamais été aussi simple. Et Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Gabriel, dans le passé, pas si lointain, Polestar, c'est une division de performance de certains produits Volvo. Aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Alors évidemment, Polestar, c'est une marque qui est née par le biais du sport automobile. C'était une écurie qui prenait des Volvo, qui les préparait pour la course, pour les championnats de voitures de tourisme, ces choses-là. Par la suite, c'est devenu la division de performance pour les modèles plus haut de gamme ou les modèles plus sportifs de Volvo. L'équivalent de RS chez Audi, par exemple. Exactement, ou AMG chez Mercedes-Benz. Et là, maintenant, c'est une marque à part entière qui est dédiée à la mobilité électrique. Et pourtant, le premier modèle qu'ils ont sorti, c'était la Polestar 1, la voiture blanche qui est juste derrière moi, et qui était une voiture à motorisation hybride et dont le style, finalement, était calqué sur un concept Volvo, le Volvo Concept Coupe, qui a été dévoilé en 2013. C'est très, très longtemps. Mais le style de la Polestar 1 était remarquablement comme celui de ce modèle concept de Volvo. Et ce qui est particulier, c'est que Polestar essaie de se dissocier de Volvo. Mais c'est difficile de le faire, honnêtement, parce que, bon, le premier produit véritable de Polestar, c'est la Polestar 2, première voiture de grande série, si on peut s'exprimer ainsi. Et cette voiture-là utilise les bases, les motorisations, en fait, tout le côté technique du Volvo XC40 Recharge et du C40 Recharge. Voilà. Donc, la même plateforme CMA, les mêmes moteurs, les mêmes batteries, mais on essaie de se distinguer de chez Volvo, notamment parce qu'on a voulu lancer des boutiques complètement séparées et on est en train de se positionner. Et on ne s'arrête pas là chez Polestar. On a dévoilé récemment le Polestar 3, qui a une sacrée belle gueule, si tu veux mon avis. On a même dévoilé un Roadster. Alors, la gamme va s'élargir au cours des prochaines années, c'est évident. Mais je trouve ça le fun qu'on ait commencé par une voiture à haillons comme ça, qui a un look qui est très différent et qui est un peu champ gauche par rapport à ce qu'on produit ailleurs dans l'industrie automobile. Alors, Antoine, tu parlais du style, du look. Moi, ce que je remarque, évidemment, le logo, je le trouve très beau. Ouais. Aussi, certains éléments Volvo que l'on retrouve sur cette voiture, comme le design des feux avant, le marteau de Thor, la lettre T inclinée. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a affaire ici à une nouvelle variante de la Polestar 2, qui est une variante à traction, donc un seul moteur. Et on a fait ce choix d'ajouter ce modèle-là en vue de bonifier un peu l'autonomie. Évidemment, on a réduit conséquemment la puissance. Bon, on a réduit la puissance, on gagne quelques dizaines de kilomètres en autonomie, c'est pas grand-chose. Évidemment que la facture est moindre aussi, mais c'est intéressant comme formule par rapport à une Tesla Model 3, qui est sa plus grande rivale, bien sûr. Pourquoi? Parce que cette voiture-là est une traction, non pas une propulsion. Donc, tu auras compris qu'il y a un certain avantage chez nous au Québec où on conduit toute l'année durant et qu'une voiture à traction, c'est plus pratique. Il y a aussi l'avantage d'un haillon. On l'oublie, mais cette voiture-là est beaucoup plus pratique qu'une Tesla Model 3. Et j'ajouterais aussi qu'on joue un peu la carte de l'hybride entre la voiture et le VUS. La voiture est un peu plus surélevée. Ouais. On a des contours d'ailes en plastique. Moi, j'aime beaucoup le look de cette voiture-là. C'est un peu un croisement, effectivement, entre un VUS et une berline. Puis c'est ça qui fait un petit peu son charme à cette voiture. Effectivement. Alors, la Polestar 2 a un seul moteur sur le circuit de Mécaglisse. Évidemment, la première chose que l'on remarque, c'est que cette variante est moins performante en termes d'accélération que la Polestar 2 à deux moteurs, effectivement. Donc ici, on a 231 chevaux. Donc, c'est une puissance qui est nettement en retrait de celle de la Polestar 2 à deux moteurs, laquelle est supérieure à 400 chevaux. Il y a aussi une version performance de la Polestar 2 à deux moteurs qui est également équipée d'une suspension Öhlins, donc une suspension de performance et aussi de frein Brembo. Alors, on n'a pas ça ici sur la voiture que l'on conduit aujourd'hui. Alors, pour ce qui est du couple, le couple maximal est de 243 livres-pieds. C'est un peu plus de la moitié du couple de la version à deux moteurs. Donc, encore une fois, ça explique pourquoi cette voiture est un peu plus lente sur le 0-100, 7,4 secondes. Pour le reste, c'est une voiture qui pèse un peu plus de 2000 kg, mais on la sent plus légère que ça. C'est un peu bizarre à dire, mais
Elle ne fait pas vraiment son poids. Elle est quand même relativement agile ici sur le circuit. Évidemment, c'est une voiture qui est dotée d'un châssis très rigide. Elle a une direction précise également. Les liaisons au sol sont calibrées un peu plus fermes que la moyenne des voitures de cette catégorie. Donc, ça donne quand même un bon agrément de conduite, encore une fois, malgré le fait que la puissance et le couple sont en retrait par rapport aux autres variantes. Constat à l'amiable, toujours une bonne idée. Le constat à l'amiable rassemble les informations importantes en cas d'accident d'auto. Elles serviront à commencer le processus d'indemnisation. Le constat n'est pas un aveu de responsabilité. Vous pouvez le remplir sans crainte. Il y a des constructeurs automobiles, Mathieu, qui se cassent la tête pour développer des systèmes d'exploitation maison. Chez Polestar, chez Volvo, on a décidé de faire appel à Google, ce qui est une sacrée bonne idée. Là. Oui, parce que Google a une expertise là-dedans. C'est pas Android Auto comme on peut le retrouver avec notre téléphone branché. Ouais. C'est pas ça. Ici, c'est Android Automotive. C'est littéralement dans la tablette que l'on retrouve ce système d'exploitation-là fait par Google. Évidemment, il y a des avantages énormes. L'intégration parfaite de Google Maps, qui est un système de cartographie absolument génial, et aussi l'assistant Google qui va répondre à nos requêtes. Il va répondre à nos requêtes pour justement nous amener à bon port. OK, Google, quelle est la direction pour le stade olympique? Trajet vers stade olympique en cours. Donc, là, il nous donne ça. Exact. Donc là, il va me l'afficher immédiatement. Techniquement, on n'a même pas encore assez de batterie pour se rendre et il va nous dire à peu près où s'arrêter parce qu'il y a un lien entre la tablette, mais aussi entre le véhicule, ce qui fait que je peux lui demander « OK, Google, active le volant chauffant ». D'accord, j'allume le chauffage du volant. Et c'est fait. Honnêtement, c'est une interface qui est simple. Vous allez retrouver d'ailleurs le marché des applications Google. Oui. Il y a certaines applications qui manquent, bien sûr, mais honnêtement, c'est d'une simplicité alarmante. Il y a une partie de votre vie numérique avec votre compte Google qui va vous suivre. L'historique de recherche que vous avez fait sur Google Maps à la maison, sur votre téléphone, bien, comme vous l'avez lié à votre compte sur votre véhicule, bien, vous allez voir les dernières recherches que vous avez faites. Si vous avez Spotify, vous allez pouvoir utiliser Spotify non pas à travers votre téléphone, mais à travers cette tablette-là. Ah, oui. Donc, il y a un beau mariage qui a été fait et c'est simple. Sauf que moi, j'ai un appareil Apple. Donc, je peux utiliser Apple CarPlay là-dessus, mais ça vient un peu défaire ce qu'on a développé. C'est récent. On peut effectivement utiliser Apple CarPlay et je vais te le montrer parce que c'est plutôt inhabituel que Google fasse de la place à son concurrent Apple. Ouais. C'est un peu si on demandait à Coke de mettre une canette de Pepsi dans leur six-pack. Une fois qu'on branche notre téléphone Apple, eh bien là, on retrouve une interface que l'on reconnaît avec les applications que l'on a téléchargées et qui sont compatibles. Mais ce que Android Automotive a fait d'intéressant, c'est qu'on s'est gardé vraiment des lignes en haut et en bas pour pouvoir encore avoir les paramètres du véhicule qui ne peuvent pas être contrôlés par le téléphone Apple. Donc, on a juste fait une fenêtre pour pouvoir utiliser Apple CarPlay ici. Donc, franchement, belle utilisation. C'est simple, c'est agréable. Et en plus, OK Google, est-ce que ma chronique était intéressante? Comme d'habitude, Mathieu, c'était très instructif et intéressant. Bravo. Ah oui, OK. Pas arrangé avec le gars des vues, ça, hein? Un petit peu. Puis avec le gars de la techno. OK. Alors, Jesse, les mesures incitatives gouvernementales pour l'achat d'un véhicule électrique changent souvent. Comment s'applique-t-elle? Comment s'y retrouver maintenant? Bon, c'est un peu compliqué tout ça, donc pour avoir un portrait complet, les membres CA Québec peuvent consulter les services conseils automobiles qui vont pouvoir donner tous les détails. Mais je vous brosse quand même un tableau. Il y a des incitatifs provinciaux, il y a des incitatifs fédéraux. Pour un véhicule 100% électrique, si on additionne les deux, ça peut aller jusqu'à 12 000 $. C'était 13 jusqu'au 1er juillet 2022, c'est maintenant 12 000 $. Quand on parle d'un véhicule hybride rechargeable, ça dépend de la capacité de la batterie. Au maximum, on peut maintenant aller chercher 10 000 $. Et si on a une batterie de plus faible capacité ou une autonomie un peu moindre du côté du fédéral, c'est ça le critère, bien là, c'est 5 000 $ au maximum qu'on peut aller chercher. Il y a aussi des seuils. Cette voiture-là ici, la Polestar 2, comme son prix de détail est sous les 60 000
000 elle est admissible au rabais des deux côtés, donc des deux paliers de gouvernement. Mais des véhicules de plus de 60 ou 65 000 selon le palier, mais à ce moment-là, ce ne sera pas admissible. Donc ça, c'est pensez-y bien également. Il y a toutes sortes d'autres détails qu'on veut connaître quand on magasine un véhicule électrique. Est-ce qu'on a besoin d'une borne domestique? La réponse est oui. Comment s'en procurer une? Les réseaux de recharge publique, comment ça fonctionne? Est-ce que ça arrive qu'on doive remorquer le véhicule? Encore là, la réponse est oui. Évidemment, CA Québec, on est outillé pour le faire en toute sécurité quand la batterie 12 volts peut flancher. Donc, pour les véhicules électriques, il y a beaucoup d'informations à aller chercher. On peut se renseigner là-dessus. La question Autogo de la semaine. La question du public cette semaine est toute simple. Elle nous vient de France, de Saint-Sauveur, qui veut savoir quel est le délai de livraison pour une Polestar 2. C'est une question qui revient à chaque fois qu'il est question d'un véhicule électrique. Et Polestar a cet avantage de pouvoir livrer plus rapidement que la moyenne. On parle, au moment d'enregistrer, d'environ 4 à 6 mois de délai pour la livraison. C'est peut-être un peu plus facile de mettre la main plus rapidement sur un modèle à roue motrice avant qu'un modèle à rouage intégral, véhicule qui est évidemment plus sollicité que le modèle de base, et on comprend pourquoi. Mais le délai de livraison demeure assez raisonnable, surtout si on compare avec une Hyundai Ioniq 5, une Kia EV6, alors n'importe quel autre véhicule dans l'industrie, peut-être mis à part la Tesla Model 3, où là aussi, les délais de livraison sont assez raisonnables. Et vous aurez remarqué ceci, ces deux constructeurs automobiles sont 100% dédiés à la voiture électrique. Le modèle d'affaires est uniquement sur des véhicules électriques, alors ça explique pourquoi on est capable de livrer plus rapidement que les autres constructeurs automobiles qui vendent encore principalement des véhicules à essence. Il y a des gens qui vont préférer la conduite d'un VUS en raison d'une position de conduite plus élevée. On choisirait alors le Volvo XC40 ou le C40 Recharge, qui est essentiellement la même chose que la Polestar 2 sur le plan technique. Sauf que moi, c'est ce que j'aime de la Polestar 2. C'est une voiture avec une position de conduite de voiture et avec un confort exceptionnel. On a des sièges qui sont remarquables. On a toujours vanté les produits Volvo et donc Polestar pour la qualité de l'assise. Mais franchement, c'est une voiture qui se conduit merveilleusement bien, avec laquelle on fait corps et qui est extrêmement maniable. J'ajouterais aussi que, comme les voitures Subaru, c'est un véhicule qui est bien adapté aux conditions climatiques du Québec. Voiture un peu surélevée avec des pourtours d'ailes, des bas de caisse qui viennent protéger la carrosserie, garde au sol qui est juste un petit peu plus élevé que la moyenne. Alors, ça permet de composer avec des conditions climatiques qui sont pas toujours évidentes. La visibilité, maintenant, c'est peut-être un problème à l'arrière. La lunette est très étroite. Et ça, c'est dommage parce qu'on a une courbe dans le haut de la lunette qui vient gêner la visibilité à l'arrière, mais on a en revanche une très bonne caméra de recul. Autre avantage de cette voiture-ci, c'est bien sûr le fait qu'on soit doté d'un haillon à l'arrière qui donne sur un coffre extrêmement spacieux. Donc oui, c'est une voiture compacte dont le format peut se comparer à une Civic, une Corolla par exemple, mais avec un côté pratique pas mal plus intéressant que la plupart des voitures en compétition et donc que la Tesla Model 3 qui, elle, a un coffre fermé. Parlant de la Tesla Model 3, cette voiture-là va vous offrir une conduite plus incisive, plus sportive que la Polestar 2 qui, elle, joue une carte d'équilibre. Donc, un agrément de conduite qui est très intéressant, surtout lorsqu'on opte pour les 4 roues motrices, mais un confort qui est exceptionnel. Et ça, ce n'est pas nécessairement le cas de la Tesla Model 3. Dernier truc en terminant, s'il y a une option qui est intéressante de choisir sur la Polestar 2, c'est certainement ce pavillon vitré qui amène beaucoup de lumière à bord. Et j'aime le fait qu'on ait la réflexion du logo Polestar dans la vitre le soir venu. Je trouve que c'est une petite touche intéressante et qui est originale. On parle cette semaine, Pierre, de la Polestar 2, qui est une voiture de plus en plus commune sur les routes du Québec. Il y a beaucoup d'acheteurs de cette voiture-là. Et moi, je te fais une mise en situation. Je demeure Rive-Nord de Montréal, je dois me rendre à Québec, ça m'arrive très souvent. Je décide de me recharger à mi-chemin. Et à chaque fois que je viens pour me brancher, particulièrement l'hiver, bien, il y a un temps quand même assez long avant qu'on ait cherché la vitesse de charge maximale. Et ce que tu me disais, c'est qu'il y a une technologie sur la Polestar 2 qui permet d'amenuiser ce délai-là. En réalité, toutes les batteries au lithium, l'énergie ne peut pas rentrer si la batterie est froide, en bas de 0. Donc, l'idée, c'est quand tu arrives à une borne de recharge, tu branches la voiture, avec l'énergie, doit réchauffer sa batterie
avant, après ça, de la recharger. Avant d'accepter une charge. Oui, en réalité, il y a un délai de 10-20 minutes peut-être. Quand même. Si, avec la voiture, tu dis « je m'en vais à mi-chemin et je vais me brancher à tel endroit », la voiture, elle va vérifier « j'ai assez d'énergie, je vais réchauffer ma batterie par ma propre énergie ». Et mec, on arrive à la borne de recharge, elle va être à bonne température. C'est que là, tu vas brancher la borne et voilà, le tour est joué, ça rentre beaucoup plus rapidement. Maintenant, dirais-tu qu'en matière de coût d'entretien, de réparation, de fiabilité même, c'est une voiture qui t'impressionne ou tu es un peu sceptique? Moi, j'ai fait mes recherches, j'ai appelé pour un compresseur d'air climatisé. Parce que chez Volvo, on a des problèmes de compresseur d'air climatisé. Polestar, c'est à peu près la même chose. J'ai appelé et devine quoi? 1800 $ pour un compresseur d'air climatisé électrique. Quand même. La problématique que j'ai eue, c'est qu'il n'était pas disponible. Oui, ça, c'est un problème. Puis tu le sais, une voiture électrique, si l'air climatisé ne fonctionne pas, la voiture risque de ne pas fonctionner. J'ai appelé Polestar à Laval pour voir comment ça fonctionnait, parce qu'ils sont quand même à 1h30, pas de trafic de chez moi. Et puis non, ils viennent chercher la voiture, ils m'en laissent une, ils font les réparations sous garantie. Mais quand on va parler d'entretien, on va parler de réparation hors garantie, il faudrait se trouver un atelier qui va réparer notre voiture. Oh oui, parce que là, évidemment, hors garantie, les coûts vont exploser et il y a beaucoup de technologie là-dessus. Fait qu'il faut le prévoir. Là. En plein ça. OK. Merci, Pierre. Bien qu'on puisse porter la facture de la Polestar 2 à près de 80 000 $, bien, l'échelle de prix est quand même assez raisonnable compte tenu du produit qu'on obtient. Un écart de 5 000 $ entre les deux versions, modèle à roue motrice avant comme on a ici, versus le modèle à rouage intégral qui est évidemment un peu plus performant. L'avantage de Polestar sur le marché, c'est évidemment le fait qu'on soit éligible aux pleins crédits gouvernementaux, tant du provincial que du fédéral, alors que du côté de chez Tesla, on n'applique que le crédit provincial, donc au Québec, de 7 000 $. C'est 12 000 $ de crédit taxe inclus qu'on obtient avec la Polestar 2, donc un avantage par rapport à Tesla. Maintenant, la voiture qui est derrière moi, elle n'est pas sans option. En fait, on en a ajouté beaucoup, à commencer par les frais de peinture de 1 500 $ que vous allez débourser pour la grande majorité des teintes. S'ajoute ensuite un groupe d'options de sécurité de 4 700 $, lequel comprend tous les systèmes d'assistance à la conduite, incluant le régulateur de vitesse intelligent. Et ensuite, on ajoute un groupe de luxe, lequel va comprendre banquette arrière chauffante, le volant chauffant, la charge par induction pour le téléphone cellulaire, une pompe à chaleur additionnelle et ce toit panoramique qui est franchement très intéressant. Alors, ça vient porter la facture totale du véhicule qui est derrière moi à 68 050 $. Vous décidez de la financer, c'est probablement la meilleure option parce que la location n'est pas très avantageuse chez Polestar. Les taux sont quasi usuraires, les valeurs résiduelles ne sont pas très convaincantes. Vaut mieux financer. Le taux au moment d'enregistrer est à 3,99 %, donc ça porte la mensualité sur 6 ans à 1 094 $ par mois, taxes incluses, crédits gouvernementaux inclus. Et si vous optez pour un modèle de base sans option, c'est 880 $ par mois que vous allez débourser. Et je vous rappelle que vous n'avez pas à mettre d'essence dans cette voiture-là. Depuis que les voitures électriques sont sur le marché de façon plus sérieuse, il y a beaucoup de gens qui me posent la question « Antoine, qu'est-ce que tu t'achèterais personnellement si tu te procurais un véhicule électrique? » Et ma réponse, c'est la Polestar 2. Je suis séduit par ce véhicule-là. Par contre, pas cette version-là. Et tu sais pourquoi? Oui, bien effectivement, parce qu'avec la version à un seul moteur, on perd beaucoup des avantages, évidemment, de la Polestar 2 à 2 moteurs. Donc, on perd beaucoup en performance. On perd beaucoup aussi en puissance, évidemment. On perd aussi le rouage intégral à commande électronique. Donc ici, pour notre climat, d'avoir une Polestar 2 à rouage intégral, c'est quand même intéressant. Et je trouve aussi que pour la différence de prix, on n'a pas tellement d'augmentation d'autonomie avec ce modèle-là. On perd énormément en puissance, mais on ne gagne pas tant que ça en autonomie. À peu près 16 ou 17 km, c'est ce qu'on a calculé exactement. Donc, c'est pas vraiment conséquent, pas vraiment concluant comme approche pour ce qui est justement des performances ou de l'autonomie, finalement. Tantôt, tu disais que si tu avais une voiture électrique à acheter, ce serait la Polestar 2, mais pourquoi spécifiquement cette voiture-là? Bien,
Les voitures électriques, elles sont lourdes. Moi, je déteste le poids dans une voiture électrique et je trouve qu'on a réussi chez Polestar, même si ce n'est pas un poids-plume, à en faire une voiture qui est quand même agréable à conduire. On la sent bien, elle est confortable, elle est performante. J'aime le fait que ce soit une voiture et non pas un VUS, qu'elle ait un haillon aussi. Alors moi, je préfère ça, par exemple, à une Ioniq 5, à une EV6 de chez Kia, à une Tesla Model 3. Tu auras compris aussi pourquoi. Qualité de fabrication. Bon, Tesla a l'avantage de l'autonomie, mais tout le reste, je le donne à Polestar. Et là, il y a un nouveau joueur qui vient de débarquer, une nouvelle joueuse, en fait, qui est l'Ioniq 6, qui, je pense, va devenir sa rivale la plus sérieuse. Je pense que ces deux voitures-là vont se faire une saine compétition. Alors, est-ce que ma réponse sera la même l'année prochaine à suivre? Alors, je te dirais que pour le moment, c'est une voiture qui me séduit énormément. Cette émission vous a été présentée par autogo.ca. La semaine prochaine à l'émission, on vous présente le 3e véhicule électrique de la gamme Audi, le Q4 e-tron Quattro.